Bonsoir. Quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez? Oui, oui, le Bonsoir, son on est m'entend. bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va pas Alors, mal. Alors, je crois qu'il est 22 heures à Kinshasa and it's 4 p.m. Dallas time zone. Alors, bienvenue pour cette nouvelle session, je crois, c'est notre session 4, où nous sommes toujours en train de discuter et travailler autour de Active Directory du domaine. Alors, la séance passée, nous avons eu à apprendre comment on pouvait faire la migration d'un contrôleur de domaine parce que c'est l'une des tâches récurrentes qui se feront. Parce que pour plusieurs d'entre vous, peut-être que tout au long de votre carrière, vous ne serez pas pris pour une entreprise qui est en train de commencer. Parce que c'est dans ce sens-là que vous êtes appelé peut-être à implémenter un nouveau contrôleur de domaine. Mais la majorité, vous trouverez des domaines qui sont déjà existants. Et lorsque le contrôle de domaine est déjà en place, il ne peut pas rester éternel parce que on vous a dit que tout matériel a un cycle de vie et tout logiciel a un cycle de vie. Et surtout avec Microsoft, ils ont des temps précis où ils vous forcent à migrer vers le système supérieur. Aujourd'hui, dans la grande partie des entreprises au monde, vous les trouverez, ils sont soit sur 2016 ou 2019 serveurs. Sont rares les entreprises qui seront sur 2022 parce que vous devez comprendre, comme on avait dit dans une de la première séance, où j'avais insisté en disant que l'un des pièges auxquels plusieurs administrateurs système, que ce soit réseau, tombent, c'est de penser que le travail que nous on fait, c'est ça même l'essence de l'informatique. Ce n'est pas le cas. Nous, on vient jouer le rôle de l'infrastructure, c'est-à-dire on prépare la passerelle, on prépare la route où les données vont passer. Voilà pourquoi, en tant qu'admin système, admin réseau, vous devez toujours avoir à l'esprit que l'informatique, c'est d'abord les applications, le développement des applications. Et vous devez toujours travailler en étroite collaboration avec ces derniers. Mais malheureusement, beaucoup d'admin système, moi, je le vois, et dans plusieurs entreprises, je vois. On pense que l'informatique, c'est acheter des serveurs, acheter des routeurs pour l'entreprise, et puis c'est tout. Parce que sur base de quels critères vous dimensionnez les serveurs, sur base de quels critères vous dimensionnez les routeurs. Et c'est ainsi que vous allez voir, par exemple, au Congo, beaucoup d'entreprises ne sont que de gros cybercafés. C'est-à-dire, tout ce à quoi sert l'informatique, c'est aller sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris les besoins, on n'a pas compris ce qu'il fallait exactement faire. Alors, cela nous ramène à dire que la tâche que vous aurez beaucoup plus à faire sur Active Directory sera la migration. Si vos serveurs sont sur 2008, qui est déjà, qui n'est plus supporté, ou encore 2012, qui n'est plus supporté, vous serez contraint de migrer vers 2016 et puis 2019. Et avec le temps, vous évoluez comme ça. Les séances prochaines, on touchera un peu les côtés Azure. Et j'étais en train de dire que Active Directory, tel que nous l'avons vu jusque-là, n'est pas encore passé parce que même si Microsoft est en train d'essayer de pousser avec ce qu'ils appellent Microsoft Intra, il s'avère que beaucoup d'applications fonctionnent encore avec le système d'Active Directory tel qu'il est ici. Alors, ce que les gens font maintenant, c'est juste, vous allez avoir un serveur sur le cloud, mais vous installez votre domaine exactement comme nous l'avons fait tout au long de ces différentes sessions. Donc, voilà un peu ce qu'on a eu à faire jusque-là. Et aujourd'hui, on va aborder quelque chose toujours lié au domaine qui sera un peu ou légèrement en dehors de ces deux serveurs. Mais juste après ça, on va revenir sur ces serveurs pour parler un peu de GPO. Alors, je ne sais pas si avant qu'on ne puisse aller en détail sur les vifs du sujet de ce jour, s'il y a de questions.
Zone d'ombre, question sur ce qu'on a fait jusque-là. Ok, le silence me fait croire qu'il n'y a pas de questions. Il y a des gens qui ont essayé de... Bon, j'avais vu dans le groupe, certains ont écrit, ils ont essayé de faire la migration de rôle. Je crois que la procédure n'avait pas été difficile. Quelques préoccupations avant qu'on avance? Voilà, alors personne n'a de préoccupations, on va avancer. Voici nos serveurs, OK? On avait nos deux domaines, mâchoire d'ici 2 et puis mâchoire d'ici 1. Je peux me connecter. C'était quoi les mots de passe? OK. Trop de mots de passe en tête. OK. Alors, souvenez-vous, dans une session, je crois la deuxième si je ne me trompe pas, on avait dit que lorsque vous créez vos domaines, admettons que l'entreprise s'appelait Salama, lorsque vous déployez votre premier domaine, vous allez vous rassurer que les domaines ne soient pas salama.com, salama.ed, salama.tout cela. On avait juste dit pour éviter qu'il puisse y avoir conflit par rapport aux ressources internes de l'entreprise. Parce que il était question à ce niveau que les ordinateurs qui sont en interne ont besoin de communiquer ou de se connecter à des différentes ressources. Mais si l'entreprise aura par exemple un site web, un serveur de messagerie et tout cela, il aura besoin d'avoir un DNS public, qu'on appelle le public DNS. Et c'est là que vous aurez par exemple salama.cd, salama.com, salama. Tout ce que vous voulez. Et là, j'aimerais rafraîchir un peu cet aspect-là avant d'évoluer. Regardez, on en avait un peu parlé la fois passée. Je vais juste réinsister ici. On est ensemble, j'espère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, ça va. Oui, oui. ça va. Ok, alors souffrez que je demande comme ça parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans mon cadre idéal et après, j'ai fait presque 2 jours sans vraiment dormir. Ok, je vais essayer d'écrire ici. On va se rafraîchir. Et je m'en vais déjà vous dire de ne pas me tenir trop rigueur aujourd'hui si vous ne me sentez pas trop à la hauteur. Je ne suis pas très, très, très au point. Alors, voilà. J'étais en train de dire, la fois passée, on avait dit qu'il y a un domaine route, c'est-à-dire un domaine racine, qu'on avait dit que c'était le point. N'est-ce pas? On se souvient de ça. Et Oui, juste en dessous de ces domaines, il y avait un type de domaine qu'on appelle les TLD, des, Top Level Domain. Alors, ceux qui sont au Congo, je sais que le terme anglophone peut vous embrayer. Je vous ai dit une chose la fois passée et je préfère vous le rappeler. Vraiment, je vous conseillerais de faire l'informatique en anglais. De travailler plus même, déjà ceux qui font la programmation, les bases de données et autres, vous allez voir que si tu comprends un peu d'anglais, tu auras la facilité de retenir les requêtes, les commandes, parce que là, c'est généralement en anglais. Comment supprimer quelque chose sur SQL, tu sais qu'il y a delete, il y a ceci. Quand tu comprends l'anglais, ça devient très facile pour toi. Vraiment, ça, c'est un conseil gratuit. Alors, je disais,
Juste en dessous de la racine, il y a les TLD, OK? Top Level Domain. Les domaines de haut niveau. Maintenant, à ce niveau, comprenez que nous, au niveau interne, comme au niveau de l'entreprise, c'est nous-mêmes qui avions créé salama.local. OK? Parce que c'est un domaine interne propre à nous. Mais du côté, lorsque maintenant l'entreprise va avoir un domaine public, vous devez aller vers ce qu'on appelle le registraire, c'est-à-dire les hébergeurs DNS. Je crois que c'est comme ça en français. C'est-à-dire, il y a plusieurs entreprises comme ça qui gèrent les DNS publics et c'est chez eux que vous devez maintenant aller acheter un nom de domaine. Et là, vous ne le faites pas au hasard, vous devez le faire sur base d'un besoin. Malheureusement, plusieurs IT collent juste à l'entreprise les noms de domaine tels qu'ils veulent, alors que ça ne marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Dans les top level domaines, vous avez ce qu'on appelle les GTLD, pour dire Generic Top Level Domain. C'est ici que vous trouvez le .com, qui a une idée. Le .com est utilisé pour quoi? Quel type d'entreprise? Voilà. C'est pour les organisations. Non, pas organisation. C'est pour tous les entreprises commerciales. Tout ce qui est vraiment à but lucratif, commerce, business, ils vont sur le .com. Vous avez les .org. Là, c'est pour les organisations, les ONG, des choses comme ça, OK? Oui, oui. Vous avez les .net. C'est beaucoup plus les networks et beaucoup d'entreprises IT, beaucoup d'entreprises scientifiques et autres vont souvent sur le .net. Donc, tout ce qui a trait à la transmission des informations et autres penche vers les .net. À ne pas confondre avec la communication. Les sites des informations, généralement, vont sur le .info. Oui. OK? Et ceux qui sont vraiment à fond dans les business, généralement, vont sur le .biz. Voilà. On ne vous impose pas. Ce n'est pas une règle, c'est juste une référence. Et cela fait que pour les connaisseurs, à la limite où ils voient le nom de domaine de votre entreprise, ils comprennent directement dans quel genre de business vous opérez. Ça peut être important dans quel sens? Vous êtes par exemple une organisation à but non lucratif, une église ou quelque chose comme ça. Vous cherchez des financements, mais on voit déjà votre site web, c'est .com. On réfléchit des fois par les bailleurs des fonds. Ils vont réfléchir des fois pour se dire dans quoi réellement ils sont. Alors, c'est pourquoi c'est vous, les destinataires d'entreprise ne connaissent pas tout ça. C'est vous, bon, généralement, ce sont les développeurs de sites web et autres qui imposent ceci, mais ce n'est pas à eux d'imposer. Pourquoi? Parce que, regardez, admettons que l'entreprise s'appelle, il y a un business là-bas, parmi vous, donnez-moi un nom. Mr. Bebeto, what's the business name? Il n'est pas là. Personne parmi vous n'a un business. Math Solution. Max ou Math? Math. M-A-T-H? T. M-A-T Solution. Avec S à la fin comme ça? Ou? Ouais. OK. Math Solution, c'est l'entreprise. Vous allez chez un développeur que lui, il puisse vous faire, qu'il puisse vous créer un site web. Et lui, il vous crée un site web et puis il vient, il impose, par exemple, il dit .edu. Comprenez que edu, c'est pour l'éducation, OK? Le site va fonctionner, tout sera bien. Mais ça n'a aucun sens. Parce que sachez que les noms de domaine qui étaient enregistrés comme ça, c'est aussi ce que vous allez utiliser pour votre serveur de messagerie et pour tous les autres services que vous avez. Donc, voilà pourquoi il est important, déjà en amont, quand vous faites l'enregistrement, de bien préciser les domaines qui sera utilisé. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez voir la disponibilité des domaines.
Si un domaine est déjà utilisé, vous ne pouvez pas le réutiliser. Il y a Elon Musk qui ne gérait qu'autour de X. Il a dû racheter les domaines X trop, 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 trop cher parce que il en avait besoin. Et il y a des gens qui sont malins, qui en font du business. Ils savent savoir quels sont les noms intéressants auxquels les gens peuvent facilement sauter. Et ils achètent déjà des domaines, parce que ça ne coûte pas cher, je vais vous montrer. Ils achètent déjà des domaines dans ces noms-là. Parce qu'ils savent que le jour que quelqu'un voudra réutiliser ça, quand il trouve que c'est déjà utilisé, il peut racheter chez toi. Allez-y, monsieur Jean-Marc. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller acheter beaucoup de noms au hasard. Je vous rassure que personne ne viendra racheter ça pour vous. Bon, juste une question de curiosité, hein. Je vois, Yes. il y a certains domaines où c'est point X, Y, Z. C'est quelle orientation? Il y a, il y a ceux qui sont standards. Ici, je vous montre les plus standards, OK? Vous aussi, vous pouvez créer votre domaine à vous, vous les publiez et après vous commencez à enregistrer. Il suffit que les domaines que nous on a créés ici, .local ici, on peut le publier et nous aussi on a déjà un registre, les gens viennent racheter auprès de nous. Donc c'est pour dire que n'importe qui utilise comme il veut. Il sera très difficile d'avoir une liste vraiment exhaustive. Ah, ok, je comprends. Donc, c'est ce qui se passe aussi avec des sites pirates. Ils créent leur propre domaine. Ils vont créer pour qu'on puisse pas remonter vers eux. Et voilà pourquoi, juste après le domaine, je vais vous parler du certificat. Parce que c'est maintenant là qu'un petit problème peut se poser. Alors, à part le GTLD, vous avez le CC, OK? Le CCTLD, Country Mhm. Code Top Domain Level. C'est pour les pays. Vous avez par exemple le CD, c'est pour le Congo. Donc, point .cd, vous avez point .us, vous avez point .it, vous avez point .fr, c'est pour la France. BR, c'est pour le Brésil. IN, c'est pour l'Inde, ainsi de suite. Donc, dès que vous voyez juste les noms de domaines, vous pouvez directement savoir que tel domaine, c'est pour tel pays. OK? Alors, les domaines sponsorisés, j'ai dit par exemple EDI. OK? Les domaines sponsorisés, on les appelle STLD, dans les sponsor domaines. C'est là-bas que vous trouvez le EDI pour l'éducation. Vous trouvez les .gov, c'est généralement pour les gouvernements. Donc, dès qu'on voit un site avec .gov, on sait savoir que c'est une agence gouvernementale ou encore une application du gouvernement. Donc, vous avez .travel, c'est généralement le business de Voyage. voyage. OK? Vous avez les .museum pour tout ce qui est musée et autres. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Plusieurs comme ça, plusieurs comme ça, plusieurs comme ça. Vous avez même des domaines de tests comme .test, .example, .localhost qui existent, qui sont des domaines juste de test. Mais en termes d'utilisation, le plus utilisé que vous trouverez, ça sera le .com. Il a presque 47% du marché des domaines utilisés pour l'instant dans le monde. Parce que plusieurs personnes penchent et vont dans les .com et d'autres, ils vont juste par habit de langage parce que plusieurs personnes ont compris qu'Internet, c'était juste .com. Et même une organisation non gouvernementale, vous allez voir quel est le domaine, c'est .com, une institution de l'État, .com, donc ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de standard, mais juste pour que vous puissiez bien faire les choses, voilà pourquoi on vous conseille de suivre. Même par respect, lorsque déjà quelqu'un voit que ça, c'est un site .gov, il comprend que ça, c'est un site de gouvernement, donc je ne peux pas m'aventurer autour de ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ça, je n'ai même pas demandé. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. Là où j'écrivais les .com, toutes ces histoires, c'est ce que vous voyez. Oui, oui. OK, merci. Alors, maintenant, comment vous faites? Nous avons monsieur
C'était M. Clément le nom. Alors, qui crée son entreprise Math Solution. Il veut savoir si ça sera, c'est une entreprise commerciale ou c'est non gouvernemental. C'est une entreprise commerciale. OK. Donc, il veut aller sur le point com. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a plusieurs registres qui existent. Plusieurs. Et tous vous donnent gratuitement les options de faire la recherche pour voir si un nom de domaine est disponible. On va par exemple aller sur GoDaddy, qui est l'un d'entre eux, ici aux États-Unis. Si je vais sur, je vais aller sur Search for Domain. Il y a plusieurs sites qui le font gratuitement. OK. Je mets juste, je dis, je cherche si le point .com est disponible. Je dis cherche. Math Solution. Tu ne peux pas aller sur le point .com. C'est déjà pris. Vous avez vu? Oui, oui. On dit taken. Dans le point .com, c'est déjà pris. Maintenant. Et ils en ont fait un business. Tu vois, par exemple, là, quand on dit we might help you to get it. Il faut faire très attention. Ça peut ne pas avoir été pris. Ça peut être les registres à lui-même qui agitent hold certains noms pour se jouer de vous, pour chercher à soutirer un peu plus d'argent. Ils peuvent vous dire que non, voilà, vous pouvez l'avoir à tel montant, juste pour gagner un peu plus. Mais généralement, un nom comme celui-ci, c'est très difficile qu'il soit disponible. Alors, il vous propose lui-même certains domaines qui sont disponibles que vous pouvez prendre, mais d'autres ne vont pas avec le nom. On peut se dire, OK, comme c'est au Congo, let's try .cd. Il ne va pas dire, il ne va pas nous montrer quelque chose sur .cd. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vous dis, on va essayer .net. Déjà pris aussi. Et il vous dit que ce n'est pas aussi disponible. Déjà pris. Il vous fait d'autres propositions. On va essayer .edu, bon, .org. .org est disponible. Et on vous dit que vous pouvez l'avoir à 9 $ pour la première année et autres. OK? Celui qui demandait XYZ, c'est ça. Il y a le store, il y a Pro, donc il y a plusieurs domaines comme ça. Alors, qui a une idée sur pourquoi il n'avait rien affiché sur le point CD? Même FR est parti. Pourquoi il n'a rien affiché sur le point CD? Quelle idée? Bon, moi, j'ai pas dit quelque chose. Il n'a pas Ah, affiché point .cd parce que point .cd, il faut qu'il puisse avoir accès dans les gestionnaires du country code. Comme c'est le GoDaddy, ne peut pas gérer les domaines des points CD qui est généralement attribué à un pays. exactement, c'est ça. Chaque nation a la responsabilité de gérer ces domaines-là. Alors, nous, je sais, en RDC, à un moment, c'était la gestion se faisait au niveau de quelques serveurs en Afrique du Sud. Et après, je ne sais pas, nous en sommes à ce niveau ici. Mais chaque nation s'occupe de la gestion du domaine qui lui est échu. Mais c'est toujours Ah, en collaboration avec le. Il y a, il y a une organisation qui gère les DNS. C'est actuellement, c'est la Il y en a, SCPT qui a repris, qui gère le point CD au Congo. SCPT, voilà, SCPT. Au Ouais. niveau international, oui, il y en a qui ça. il y Qui en s'en a, occupent. Il y en a. Il y en il y a. en a. OK. Là, c'est au niveau international. Et puis, il y a la SCPT qui s'en occupe. Alors, vous comprenez déjà que
avec une bonne vision, par exemple, au niveau de la SCPT, une bonne façon de faire, il suffit de faire comprendre parce que certes, il y en a gère, mais c'est au niveau national que c'est géré, c'est-à-dire que le domaine qui est payé, il y a des pourcentages qui rentrent au niveau qui reviennent toujours au niveau de l'État, certainement. Alors, avec une bonne communication, une bonne politique, peut contraindre beaucoup d'institutions qui opèrent au niveau national d'aller vers le point CD. Et quand vous faites comme ça aide aussi pour les contrôles au niveau national. Vous pouvez, par exemple, vous dire, OK, tout site de telle orientation ou de tel domaine, université, école ou que sais-je encore, hôpital et autres, vous devez aller sous les points CD parce que vous opérez au Congo. Tout ça, ce sont toujours des moyens qui peuvent permettre que vous avez une gestion centrale et lorsqu'il faut appliquer des restrictions par rapport au domaine, vous savez appliquer déjà et impacter tous les différents domaines. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Bon, C'est Oui, normal. ok. Alors, si vous êtes conseiller dans les ministères de toutes ces histoires-là, vous amenez PTNT. l'idée. Et d'ailleurs, le ministère, ça n'existe plus cette fois-ci. Le ministère du numérique, ils ont enlevé ça. Non, c'est Voilà. fusionné maintenant. C'est OK. fusionné C'est fusionné maintenant avec le PTNT. Voilà. Alors, authentique, oui. c'est comme ça que vous faites. Lorsque votre domaine est disponible, ça dépend de votre registre. Ce sont des choses qui ne coûtent pas cher. Vous voyez les gens des prix qu'on vous propose ici, le mois et autres, ça ne coûte pas vraiment cher. Mais seulement, en tant qu'IT entreprise, c'est vous qui avez la responsabilité de renouveler chaque année. Parce que lorsque vous ne renouvelez pas, vous allez juste voir que le site web ne passe plus, les emails ne passent plus. Pourquoi? On a coupé les domaines. C'est l'une des tâches de l'administrateur système en entreprise. J'ai une question, ingénieur. Yes, allez-y. Hmm. Oui, par rapport à cette option que vous avez évoquée, euh, en ces moments-là, si on achète le domaine, est-ce qu'il y a la possibilité avec IIS Mhm. d'héberger mon propre site en local et puis je fasse la redirection pour que les gens de l'extérieur puissent visiter mon site? C'est tout ce que je vais vous montrer dans quelques secondes ici. Ah, ok. Parce que c'est l'une des tâches qu'un admin système fait en entreprise. Ok. Ok. Et maintenant, regardez. Malheureusement, en pratique, je ne saurais pas très bien vous les montrer parce que nous n'avons pas créé les mêmes domaines. J'ai juste un domaine et je vais vous les montrer. Mais avant de vous les montrer, je vous montre d'abord la notion de certificat. Le certificat, je ne vais pas trop en détail sur ça, mais il vous permet de s'assurer et de vous d'attester qu'un site il est fiable et fidèle et il est vraiment fiable. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de systèmes qui ne pourront pas fonctionner si un site n'a pas de certificat. Que quelqu'un me donne un site web qu'il connaît. Parmi vous, quelqu'un a un site web qui me donne son site web ou un site web qu'il gère ou de son entreprise? On a hébergé en hôtel. Je vis à la femme de quelqu'un qui est en train de lui conseiller. C'est une très bonne chose lorsque la femme s'implique dans ce que son mari fait. Jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Voilà quelqu'un qui ne veut pas se marier, qui est en train de sourire. Un site web. Toi, là, ne connais un site web? Monsieur Jean-Marc Makaya, il n'y a pas un site web que tu connais ou que tu... Déjà On a dans le mis ça, chat. on a mis ça dans les commentaires, en fait. Ah, dans les chats. Ok, attendez, je regarde. Désolé, j'ai beaucoup de Les tableaux de bord ici que je ne vois pas à tout moment les chats. Alors, quelqu'un a mis... let me go there. Ah, avant que moi je ne tape ces sites, les noms sonnent bizarres. Je crois pas que ce soit un site bizarre, hein. Ne me fais pas afficher des histoires bizarres ici. Non, non, c'est un C'est un site pour site des fiable. formations. C'est un site pour des formations en ligne, en fait. OK. Et Déjà, j'avais pas compris. avec les domaines que vous aviez mis, vous bloquez à vous-même le...
beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à cliquer sur ces serveurs. Attendez. Il est à distance, hein. Je suppose que quelqu'un ne l'a pas éteint. Vous voyez ma souris bouger? Oui, Oui, oui. OK. J'ai un peu perdu accès à ces serveurs. Attendez, je vais y répartir. Mais le temps que je réparte, attendez, je vais ouvrir juste un site, le site que vous aviez envoyé. Vous avez dit, let me use Chrome. On a vu letcode.com. OK. Voilà. Ah, vous êtes sûr que ce site est hébergé? Regardez où il m'amène. C'est pja.com que vous avez envoyé, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Mais ça ne passe pas. Attendez, je sais l'autre là. Quelqu'un a écrit. essaye Let's Code. Let's Code, c'est au moins fiable. OK. Letscode.com. Apprendre, découvrir et s'informer en numérique. C'est un site de formation? Oui, 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 c'est pour les cours en ligne. OK. Alors, comment on vérifie le certificat? OK? Généralement, vous allez voir que le site, il est précédé par HTTPS. Et yeah. dans le principe de sécurité informatique, on vous dira toujours, avant de faire confiance à un site, rassurez-vous qu'il est sur HTTPS, c'est-à-dire sécurisé. Mais lorsque vous cliquez ici au coin, vous allez sur Attendez, Connections is secure, vérifiez si le certificat est valide. C'est ici qu'il va vous dire que... Je n'arrive pas à monter. Il met donc les détails sur le certificat, quel type d'encryption et quand est-ce qu'il va expirer. Il va expirer le 21 octobre 2000, le 21 août 2024. Et Oui. ici, vous pouvez voir les détails sur le certificat, les routes, tout ça. Bon, je vous épargne de ces détails, on n'est pas dans un cours de sécurité, qui est l'autorité et autres. Mais quand on revient ici, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'il expire. Lorsque le certificat est expiré sur un site, vous allez voir, il y aura un signe rouge ici. Le site yeah. va passer, mais il va bloquer. Mais maintenant, les gens qui font le développement des applications, généralement, avec plusieurs sites, ne fonctionnent pas lorsque le certificat est expiré. Et l'une des tâches que vous ferez régulièrement en entreprise, c'est de renouveler le certificat. Ça, c'est l'une des tâches que vous ferez régulièrement. Et c'est une procédure que vous devez, en tant qu'ingénieur système, comprendre. Et ça passe avec Active Directory et tout le reste. C'est pourquoi je voulais vous les expliquer aujourd'hui. Alors, voici comment vous les faites. En entreprise, peut-être que vous pouvez être dans une grande entreprise qui a plusieurs domaines, plusieurs noms de domaines qui gèrent. Donc, vous devez avoir une gestion adéquate de vos certificats. Laissez-moi rentrer dans notre domaine. Je ne suis pas chez moi, je me connecte à distance. Je suppose que le serveur n'a pas eu de soucis là-bas parce que je m'étais déconnecté. Et celui qui a posé la question de savoir comment héberger, je vais te montrer tout à l'heure parce que tu vois, je suis en train d'aller avec l'adresse IP et je suis en train de me connecter sur le serveur qui n'est pas chez moi. Et si je vous donne les mots de passe partout où vous êtes, même au Congo, vous pouvez vous connecter exactement comme ça parce que j'ai déjà fait une partie du travail que tu demandais là. Voilà. Ici, je viens d'entrer au serveur. Maintenant, regardez. La première des choses que vous devez faire pour gérer vos certificats ou régénérer un certificat, vous devez savoir que
en sécurité informatique, il y a la notion de ce qu'on appelle clé privée et puis clé publique. Et vos certificats utilisent les deux. Mhm. Pour que la sécurité soit accrue, la personne qui gère le domaine au niveau public, lui, il va générer la clé publique, mais il a besoin que vous puissiez donner la clé privée. Donc, l'une des tâches que vous ferez régulièrement, c'est la génération de clés privées. Mhm. Cette histoire, je vous l'explique aujourd'hui, mais c'est l'une des choses qui me cassait trop la tête. Et beaucoup d'ingénieurs fuient cela, alors que ce n'est pas compliqué. Comment vous faites? La première des choses, assurez-vous d'installer le service IIS. Je l'ai installé ici pour ne pas perdre en temps, mais attendez, je vous montre comment vous pouvez le faire. La même manière dont on était en train Active Directory. de gérer le rôle. Il y a un souci sur le serveur, c'est en train de hangs à tout moment. Voilà. Je vais sur le domaine 2 parce que là-bas, je ne l'avais pas ajouté. Tout ce que vous faites là, la même manière dont on est en train d'installer les rôles, c'est-à-dire dans serveur manager, gestionnaire des serveurs, vous allez ajouter les rôles. Vous allez sur suivant, suivant, suivant. Vous allez choisir ici les rôles Web IIS, donc Web Server. Ça va faire que les serveurs deviennent votre serveur d'application. Et c'est lui qui posait la question pour savoir l'hébergement. C'est comme ça que vous transformez les serveurs en un service, un serveur web. Mais retenez, je vous avais dit dans les requirements, un serveur web ne peut pas être un contrôleur de domaine. Ça peut fonctionner, mais ce Yeah. n'est pas conseillé de les mettre ensemble. Donc, vous allez sur suivant comme ça, puis vous allez sur installer. Il va installer les rôles. Donc, c'est ça la procédure. Alors, je retourne là où j'ai déjà installé, qui est le serveur numéro 1. Comment vous générez la clé, la clé privée? On appelle ça CSR. CSR. Mhm. Je vais venir ici. Sur mon IIS qui a déjà été installé. Vous pouvez le faire sur Apache et sur Linux tel que vous voulez. Mais nous, on va le faire sur IIS parce que c'est ce que nous avons. Je vais venir là, ici, vous cliquez sur votre serveur. Regardez, on a écrit Server Certificate. Vous cliquez là. Il vous donne une option ici qui s'appelle Create Certificate Request. C'est ce qu'on va créer. Donc, je clique là. Le common name ici, ça sera ça votre nom de domaine. Notre cas, c'était quoi? C'était... Salam. non, quelqu'un avait donné let code. Ah, let's code, yeah. Letcode.com. Rassurez-vous de bien écrire les domaines. Maintenant, voici. Il y a un autre qu'on appelle Wildcard. Il coûte un peu plus cher que celui-ci. C'est quoi la différence? Admettons que l'entreprise a plusieurs sous-domaines. Il y a letcom.com, mais il y a des applications comme, il y a des sous-domaines comme dev.letcom.com, il y a prod.letcom.com, ainsi de suite. Lorsque vous générez un certificat pour une entreprise qui a des sous-domaines, vous devez générer un certificat qu'on appelle de type wildcard. C'est-à-dire, vous devez mettre un star au-dessus, et puis vous dites point. C'est pour dire qu'il va prendre tous les sous-domaines de ces domaines. Mais le prix est un peu élevé au lieu d'acheter individuellement. Admettons, notre cas, c'est juste letcom.com. On va donner le nom de l'organisation. Je peux dire que l'entreprise s'appelle Let's Code. OK, c'est le nom de l'entreprise. Organisation, je dis que c'est des IT. Ça se trouve où? Ça se trouve à Kinshasa. Province, Kinshasa. Je ne sais pas si Godard découvre la RDC, but let's see.
OK. CD. OK. On va aller sur Next. Et ici, il vous demande le type de cryptographie. Généralement, pour le public, IIS vous offre par défaut le RSA, c'est que vous allez aller avec, mais pour raison de sécurité, vous devez au minimum aller sur 2048 comme la longueur de bit d'encryption. Parce que le 1024 a déjà montré ses limites. Donc, si vos certificats sont dans une longueur de bit très inférieure, vous êtes exposé aux attaques. Donc, je vais aller sur 2048. Je vais aller sur suivant. Et ici, vous allez préciser où est-ce que vous voulez sauvegarder votre fichier. On peut le mettre sur le bureau. On peut dire le desktop. Et on va appeler ça let code. Je mets comme ça. Je ne mets pas les points parce que c'est déjà, ça sera un fichier texte. Je dis OK, il sera sauvegardé là-bas. Je dis finish. Alors, IIS, si on rentre sur le bureau, il vient de générer pour nous une clé privée. Si vous ouvrez, vous voyez, il est crypté, vous ne savez rien déchiffrer. Mais dans ces informations bizarres que vous voyez, il y a les noms du domaine, il y a toutes les informations. Maintenant, l'étape suivante, c'est vous devez aller auprès de votre registrar, c'est-à-dire auprès de celui qui héberge votre domaine pour aller submit le... Comment je dis submit? Français, c'est encore comment? Soumettre. Voilà, pour aller soumettre le certificat, non, la clé privée, comme ça, lui, il va vous donner le certificat. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je vais aller, j'ai un GoDaddy, là où j'ai mon propre site. Je vais juste vous montrer comment ça peut se faire là-bas. Même si on ne sait pas les faire, les noms des domaines sont différents. Je vais aller sur GoDaddy. GoDaddy n'est pas les seuls. Je répète, GoDaddy n'est pas les seuls. Il y en a plusieurs. Mais moi, je vais sur GoDaddy parce que c'est là-bas que j'ai un site. Je crois que j'ai encore mon mot de passe. Ça fait longtemps que je suis allé là-bas. OK, on va login. C'était où? Ouais. OK, sign in. J'ai un nom de domaine là-bas. Je mets mon compte. C'est quoi? 93 51 277. Je mets les bons de passe. OK, alors, mon domaine matchwassalama.net, c'est ici que je l'héberge, chez GoDaddy. Admettons que le CSR qu'on a généré, c'était pour matchwassalama.net. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais venir ici sur voilà, je clique là, je viens sur SSL Certificate parce que je veux que GoDaddy me donne le certificat. Pour l'instant, j'ai un certificat pour Mashwa Salama qui va expirer en 2025. OK? Alors, normalement, qu'est-ce que vous faites à ces niveaux? Bon, j'ai déjà un, je ne vais pas ajouter un autre qui est actif. Vous allez cliquer sur le certificat que vous voulez renouveler. Vous venez ici sur Rekey your certificate. Chaque registre a sa procédure, mais il va vous donner un endroit pour copier votre SSL, votre clé privée. Vous voyez ici, là où il dit Paste your SSL. Donc, tout ce que je ferai, je vais ouvrir mon notepad. Est-ce que c'est ici que j'ai copié même ça? Non, ça, c'est autre chose. Notre notepad était... Ah, c'est ailleurs. C'était dans ce serveur. Je ne sais pas copier. Mais vous allez sélectionner tout ceci. Donc, du début à la fin, vous sélectionnez tout. Vous copiez et vous collez ça ici sur le site de votre registre. Je ne sais pas coller parce que ça passe par le bureau à distance. Mais lorsque vous collez ça ici, il va vous donner l'option de Submit. Dans mon cas, je vais juste cliquer sur add
add change. Ça va prendre le temps. Ça peut prendre à peu près 30 minutes ou légèrement moins que 30 minutes. Ça dépend de votre registre. Il va vous renvoyer un message pour vous dire que votre certificat est prêt. Vous devez le télécharger. Maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici. Pour notre cas, j'ai déjà un certificat ici. Pour télécharger, vous devez préciser le type de serveur où vous avez eu à créer la clé publique, la clé privée. Pour notre cas, c'était un serveur de type IIS. IS. OK? Si c'était Apache, on va prendre Apache. Je vais prendre IIS et après, je vais dire download. Il va me donner mon certificat. OK? Si je décompresse ce dossier. Voici mon certificat. J'ai l'intermédiaire, mais le certificat, c'est celui-ci. Maintenant, vous, administrateur système, lorsque vous avez ça, ce n'est pas fini. Bon, généralement, c'est vous qui pouvez appliquer les certificats directement sur le site web ou vous pouvez donner à quelqu'un d'autre. Mais vous devez vous rassurer d'abord de conserver ces certificats dans l'un de vos serveurs. Généralement, les entreprises ont ce qu'on appelle un serveur de certificats où tous les certificats sont gérés et ils peuvent juste régénérer autant de fois qu'ils veulent. Alors, comment ça va se faire? Je ne sais pas si je saurais copier, mais attendez, je vais essayer. Je ne peux pas copier comme ça. On est dans deux différents domaines. Ils vont me prendre le temps de copier de là jusqu'ici. Mais je peux vous montrer la procédure même là où je suis. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans votre serveur de certificats. OK? Et vous... Voilà, c'est planté un peu. Vous devez installer vos différents certificats. Donc, comment vous l'installez? Vous double-cliquez sur les certificats. Cliquez oui. Je dis installer. Vous ne les mettez pas sur le user, vous les mettez sur la machine. Je dis installer. Et puis je dis next. Finish. Là, je ne suis pas en train d'appliquer les certificats sur un site ou sur un firewall ou je ne sais pas quoi. Je suis en train de les conserver. Donc, je l'ai pris sur GoDaddy. C'est mon registre. Maintenant, je suis en train de l'installer sur ma machine, sur mon serveur pour les conserver. Alors, j'ai installé le premier. Je dois installer l'intermédiaire. Voilà, l'intermédiaire, je n'ai même pas besoin. Il est déjà pris en charge par le premier. Maintenant, comment vous faites pour générer ce certificat et envoyer, par exemple, à vos développeurs s'ils veulent appliquer ça ou comment? Vous devez aller sur... Où est-ce que je l'ai installé? J'ai plusieurs écrans ici. Je ne sais même pas si j'ai installé en local, je pense. Non, on l'a installé sur ce serveur. Alors, qu'est-ce que vous ferez? À ce niveau, vous devez aller sur la console de gestion des certificats. Vous pouvez prendre ça sur la console MMC. Donc, je peux aller sur démarrer. Je vais ouvrir la console MMC. Je lui demande de m'ajouter la console de gestion des certificats. Donc, celle-ci. Pour la gestion des ordinateurs, je vais sur suivant. Je vais dire finish. OK. J'ai ma console de gestion des certificats. Si je viens ici, les certificats personnels, il n'y a rien. Les certificats qui sont reconnus, si vous regardez bien ici, il y a SRV. Les SRV ici, c'est celui que nous avons y installé. Et dans l'entreprise, vous devez avoir un serveur comme ça où tous vos certificats, vous les installez là-bas. Si l'équipe de développement ou encore le network team, ils ont besoin du certificat, ils vont vous demander que vous puissiez leur donner les certificats en format PFX. PFX, c'est un format qui est utilisé juste pour sécuriser et transporter les certificats.
Et c'est une des choses que l'admin système doit comprendre. Et l'étape, c'est ce que je vous apprends. Quand vous arrivez à ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant faire un clic droit sur votre certificat. OK? Toutes les tâches, vous dites Export. Je vais aller sur suivant. Vous avez un papier. Je vais, oui, exporter. Il faut me laisser prendre la clé privée. Bon, attendons voir. Alors, je vais laisser ce format qui est là. Je vais sur suivant. J'ai choisi la location du fichier. Je peux le mettre au bureau. Je peux l'appeler SVR, certes. On va aller sur suivant. Et là, il va m'exporter mon certificat. Et c'est comme ça qu'à tout moment qu'on va vous demander un certificat, vous pouvez répondre et envoyer. OK? Alors, ce certificat ici, attendez, il ne va pas me donner l'option de prendre ça sous format PFX. Donnez-moi, je vais voir comment je l'avais créé. Voilà. Parce que voilà, c'est déjà un certificat qui avait déjà un mot de passe au début quand j'avais généré avant. Mais généralement, si vous voulez le format PFX, vous allez choisir l'option qui est ici, Grayed Out ici, qui est grisé ici. Il va vous demander de mettre un mot de passe pour sécuriser votre certificat. Et c'est comme ça que vous devez l'envoyer et les donner maintenant, et donner votre certificat à l'équipe qui en a besoin pour appliquer cela. Je sais que ça doit paraître flou, mais ça va vous demander de revoir la vidéo. Et les jours que vous le ferez au moins une fois, vous allez comprendre. Je ne suis pas en train d'espérer que vous puissiez comprendre ça maintenant comme ça, mais je suis juste en train d'espérer que vous puissiez avoir une idée sur la procédure. Maintenant, voici, pour répondre à la question de celui qui demandait héberger les sites. Lorsque vous avez fait comme ça, OK? L'étape suivante, c'est quoi? Il y a deux étapes qu'il faut faire. Admettons que votre site web est en interne dans l'entreprise. La première des choses que vous devez faire, ça sera fait au niveau réseau. C'est ce qu'on appelle le port forwarding. Vous allez faire de sorte que depuis l'adresse IP publique de votre entreprise, on puisse se connecter vers votre serveur web. Regardez. Je vais entrer dans le parfait de ma maison. Pas le parfait de ma maison parce que j'ai une adresse IP publique. Pour tous ceux qui sont aux États-Unis, cette partie, vous pouvez le faire sans problème parce que par défaut, tous les modems que vous avez chez vous à la maison, on vous donne une adresse IP publique gratuitement. Ça, c'est mon pare-feu de mon provider d'Internet. Voici l'adresse IP publique qu'il m'a donnée. Si je vais sur le pare-feu, je viens sur Port Forwarding. Attendez, je me connecte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, admettons que l'adresse IP ici en interne, 135, c'est notre serveur web. Je vais dire, OK, l'adresse IP publique. Je mets l'adresse IP publique de mon pare-feu. Et application, je vais dire, bon, je ne suis pas obligé de mettre l'application. Le port, je vais dire le port 80 par exemple. OK? Ce n'est pas sécurisé. Ou je mets carrément 443 pour dire HTTPS. C'est pour dire quoi? Quand je fais ça, je dis ajouter. Ça veut dire, bon, il a refusé parce que name is empty. Je dis web. Ça veut dire que range, attendez. 444, 444. Ça veut dire quoi? Partout au monde,
Si quelqu'un va sur son navigateur, il tape cette adresse ici avec le port 443, il va directement tomber sur mon serveur web qui est à l'intérieur, chez moi à la maison. Voilà même pourquoi moi maintenant je ne suis pas à la maison, mais je suis en train de faire le RDP vers mes serveurs qui sont à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai cette règle ici, cette règle. Donc je lui ai dit, même vous, ceux qui sont à Kinshasa, si vous faites RDP, vous mettez cette adresse IP ici, il va vous donner la page d'authentification de ces serveurs ici. Si vous avez les mots de passe, vous allez vous connecter directement. Mhm. Ça, c'est la première étape. Maintenant, vous allez vouloir que les gens puissent se connecter à votre serveur, non pas avec l'adresse IP, mais avec un nom de domaine. Nom de domaine, yeah. C'est là maintenant qu'il faut encore rentrer vers votre registre. On y était où? Je l'ai fermé. Notre GoDaddy, il est où? GoDaddy. Donc, là où votre nom de domaine est hébergé, vous devez rentrer là-bas. Ça, c'est l'une des tâches que vous faites régulièrement quand vous faites la première configuration d'entreprise. OK, je suis déjà dedans. Et je dois chercher cet endroit-là. Domaine. J'espère retrouver ça. Attendez, on est connecté. Il me montre autre chose. Euh, view. My product. Domaine. Voilà, j'ai le domaine qui est là. Il y a un endroit où vous pouvez maintenant jouer avec les records DNS. Pour ceux qui ont fait un peu de réseau, vous avez une idée sur les DNS records. J'espère que je vais trouver où est-ce que GoDaddy met ça. Manage domaine ou domain settings entre les deux. OK, DNS records. Ils sont où? GoDaddy les met. OK, je peux ajouter un record de type A. On n'est pas en train de donner un cours de DNS record ici. Vous savez qu'il y a les textes, il y a les CNAME, il y a tout ça. Nous, on va vouloir un record de type A. OK, si je clique sur A record pour mon domaine, je dois le faire en dessous de mon domaine. Attendez, je me déconnecte, je me reconnecte. Je me reconnecte. Allons sur Sign Out. Je dois me reconnecter. Sign In. C'était déjà quoi les chiffres encore? Je ne l'ai pas enregistré. 34, 93, 51, 277. OK, Machwa Salama, on va dans le domaine. OK, et on était sur Manage DNS. Vous voyez, par exemple, pour ces domaines ici, je paye 24 dollars chaque année, par an. Ça ne représente pas grand-chose pour une entreprise. Attendez, on va checker domaine setting. Ce ne doit pas être ici. DNS. Il n'a aucun record. Voilà, c'est ce que je cherchais. Regardez, j'ai déjà même un ici. Donc, je vais venir ici. Je vais lui dire de me créer un record. Je peux juste changer celui qui est déjà là. Je peux dire, si quelqu'un tape le nom
Prenons un test web. Non. On peut prendre lab. Lab 1. Si quelqu'un tape le nom lab 1, qui sera résolu par lab1.machoasalama.net, je veux que ce nom-là puisse correspondre à l'adresse IP. Je mets l'adresse IP ici de mon parfait. Or, l'adresse IP de mon parfait, lorsqu'une requête vient sur le HTTPS, il va directement aller sur le... Voilà, vous avez compris. Il va directement aller sur C'est la machine qui est en interne. la machine qui est en interne. Donc, c'est comme ça. Le record a été update. Généralement, ça prend quelques minutes pour que ça puisse populate. Mais pour raison de sécurité, ils m'ont envoyé un code pour se rassurer que c'est réellement moi qui suis en train de faire les changements. Le temps que je reçoive les codes, souffrez, on déborde un peu aujourd'hui. D'ici là, on va prendre vos questions. Voilà. Donc, à ce niveau, tout ce qui va me rester, c'est juste vérifier l'email comment on m'a envoyé. Je mets le code ici et automatiquement, mon nom de domaine sera configuré et sera pris en charge. Et c'est tout, la tâche est finie. Cette notion de certificat et de gestion des domaines externes est très, très, très importante et très capitale. Vous la ferez toujours et régulièrement en entreprise. On n'a pas eu le temps pour parler de GPO aujourd'hui. On va commencer par ça la séance prochaine. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que la séance d'aujourd'hui paraît un peu difficile. Ce n'est pas difficile. Vous allez revoir la vidéo, vous allez comprendre. Alors, on peut prendre quelques questions et puis on va vous libérer. J'ai une question. Je peux? Allez-y, oui. Ouais, d'accord. Alors, je fais arriver un moment quand vous parliez sur les CCTLD et les autres là. Moi, je voulais juste demander si, par exemple, on a un site qui utilise le point CD Mhm. et puis d'un moment à l'autre, ils veulent quitter, par exemple, le point CD pour aller vers le point net, ou bien qui utilise le point net, ils veulent quitter pour aller vers le point CD. Bon, ces changements-là, ça se fait comment? C'est une migration et puis les sites ne paient rien du tout, ou bien c'est comment? Je ne comprends pas trop comment ça se fait. Oui, c'est un peu de... C'est un travail qui s'est fait à deux niveaux. Ça s'est fait au niveau du registre et ça s'est fait aussi au niveau du développeur d'application. Ça s'est fait régulièrement et il est possible, regardez ici, tu vois l'option ici, on écrit transfert. Je pouvais être sur GoDaddy et vous voulez que les domaines ici marchent sur .NET, GoDaddy aille ailleurs, les transferts, fait les faire. Il y a les registres, vous donnent une option qu'ils appellent redirection. Admettons que une entreprise avait un domaine différent, comme vous dites, et veut avoir un autre domaine, un nouveau domaine. À partir de GoDaddy ou d'autres registres, il y a des options supplémentaires que vous payez. Ils vont créer juste la redirection. Quand les gens vont vers l'ancien domaine, ils redirigent vers les nouveaux. Mais si vous Ok. voulez carrément faire manuellement la migration, oui, vous devez acheter le nouveau domaine. Et si vous aviez enregistré, comme on vient de le voir ici, au niveau de votre registre ou votre parfait, vous devez changer l'enregistrement, les records, le A record, vous devez changer ça. Et ensuite aussi, au niveau du site ou de l'application, faire des changements. Au niveau applicatif, c'est très simple. Ça devient un peu difficile au niveau de vos sites, de vos emails. Parce que là, au niveau des emails, il faut aussi faire des modifications et des domaines. Ce sont des interventions pas trop intéressantes, mais ça s'est fait régulièrement par rapport aux besoins que vous avez, aux éléments que vous avez à implémenter. D'accord, merci. Voilà, je vois quelqu'un d'autre qui a une question, allez-y. Bonsoir, ingénieur.
Oui, ingénieur, merci, hein. Au fait, j'ai une petite question. C'est pas forcément lié à contrôleur de domaine, mais c'est plus par rapport aux certificats et aux clés. Tout à l'heure, vous avez dit que les clés que vous avez générées, c'était pas une clé publique ou privée. Non, non, au niveau de votre demande, vous générez la clé privée. Ok. Et la clé privée, elle est partagée ou elle restera. Vous allez partager ça avec votre registre. C'est-à-dire, Oh, ok. vous allez voir quand je suis venu ici, vous voyez toujours mon écran, j'espère. Je suis Oui, venu ici, SSL Certificate. Ils m'ont oui, demandé ici, je clique sur mon domaine, ils m'ont demandé ici de submit, voilà ici, Require your certificate. On te dit passe oui. au CSR. Les CSR, là, c'est la clé privée que moi, j'ai générée, que je vais coller ici. Maintenant, Ok. eux, ce qu'ils ont régénéré, qu'on a téléchargé ici, contient la clé publique. Qu'ils ont généré à partir de la clé privée que moi, j'ai donnée. Parce qu'ils ne veulent pas seuls prendre la responsabilité. Vous devez donner la clé privée et après, ils vont générer la clé publique. Ok. Au fait, ma question maintenant, elle est celle-ci, parce que dans notre cas, souvent Mhm, ça se fait avec le FTP. On va avec le SFTP et mhm, enfin, nous générons généralement une clé privée que nous mhm, transmettons aux partenaires et eux, avec les mots de passe et l'identifiant, avant qu'ils se connectent, ils renseignent l'IP, enfin la clé privée et ils se connectent sur notre serveur. Mais il nous est arrivé, je crois, un ou deux fois, un partenaire, je crois que pour l'un d'eux, c'était Air France, je suppose. On a transmis la clé privée. Par contre, eux, ils ont dit, eux, ils allaient nous transmettre leur clé publique, en plus mhm. de de la clé privée que nous avons transmise. Mais dans l'autre temps, nous, on ne savait pas comment intégrer leur clé publique. Donc, du coup, ça avait créé une situation un peu de confusion. Et au finish, on a dû changer de mode d'accès pour eux. Est-ce que vous pouvez avoir une idée? Si nous avons, nous, généré une clé privée que nous avons transmise, et Mhm. eux, quand ils vont générer leur clé publique, à quel niveau nous, on peut l'intégrer? Est-ce que c'est possible? Ça, comment ça se fait? Ou Et ils doivent normalement générer la clé publique sur base de la clé privée que en utilisant aussi la clé privée que vous avez envoyée. Donc, Mhm. ça dépend des applications qui sont utilisées. Mais du côté, la meilleure solution pour résoudre tous les problèmes liés aux clés, aux certificats, il y a comment on appelle cette application? Patty. Vous appelez ça Pouti. Pouti. il y a Il y a possible, il y a une version de Patty qui permet de gérer toutes ces choses-là. Ça peut séparer telle clé à telle clé et autre. Donc, c'est juste une question de comprendre le contexte du problème qu'il y avait pour résoudre ça. Mais si la clé publique a été générée sans tenir compte de la clé privée, généralement, ça cause des problèmes. non, en fait, leur clé publique avait été générée, je suppose, à partir de notre clé privée, mais seulement quand ils l'ont envoyée, nous, on ne savait pas où l'intégrer. Et du coup, Justement, vous aviez, lorsqu'on on vous envoie ça, parce que vous avez oui, vu les certificats qu'on a générés ici, c'est utiliser oui, l'entreprise pour beaucoup de choses. Si par exemple, vous avez VMware, la console oui, VMware peut vous demander la clé pour sécuriser. Pour les gens qui ont, par exemple, qui utilisent le VPN, SSL VPN, par exemple avec Cisco, AnyConnect, des choses comme ça demande une clé, ça demande les certificats. Donc, toutes ces applications-là vont utiliser ces mêmes certificats ici. Maintenant, chaque application a sa procédure pour que vous puissiez appliquer. Les serveurs web, par exemple, IIS, si vous avez un web sur IIS, il y a une procédure pour appliquer les certificats. Donc, chaque solution maintenant a une procédure. Les certificats, vous l'avez. Maintenant, l'application dépend d'une solution à une autre. Pour votre cas, vous devez maintenant savoir le besoin était de l'utiliser dans quelle application. bon, normalement, c'était le SFTP, mais suivant la procédure que nous avons,
Avec Mhm. d'autres partenaires, on a toujours fonctionné comme ça. C'est ce qui nous avait mis dans une situation de confusion, en fait. Voilà, justement. Donc, il faut savoir c'était quoi dans quelle application et c'est là-bas que vous allez appliquer ça. D'accord. Ça, c'est l'une des choses, une entreprise qui a beaucoup d'applications et autres qui tient au sérieux la sécurité. La gestion des certificats, c'est l'un des éléments qui pose problème. Surtout si vous ne gérez pas ça bien, ça expire. Vous allez faire face à plusieurs pressions. OK, deux questions et puis on va finir. Oui, j'ai une question. Ouais. Euh, Toujours par rapport à ces labs. En fait, euh, vous avez utilisé l'adresse publique de votre parfait, Route. Ouais. de votre routeur, ce que Mhm. le provider vous a fourni. À supposer que le provider ne vous a pas fourni une adresse publique, Mhm. comment est-ce que vous allez remédier? Là, c'est la première question. Euh, la deuxième question, l'acronyme que vous allez donner par rapport à votre port forwarding, à supposer le nom de domaine, c'est machua.local en interne. Mhm. Le, le, le premier acronyme, là, à supposer, je veux que ça soit à supposer web 1, ça sera web1.machua.local pour si je veux partager que les gens accèdent dans mon serveur interne à travers le nom de DNS. Regarde ici. Là, on était. Je vais fermer l'endroit. J'espère retrouver ça rapidement. Ah oui, c'est Vous, ça. lorsque vous créez, c'est juste un record. Les records, vous le créez dans le domaine existant. OK. Si c'est un site web, le domaine que vous aurez, c'est déjà ma choix. Public, c'est déjà machoix.net. Si je veux que ça soit le site web, mon record sera www. www. Je Hmm. vais juste te dire que www, je crée un record www, je le connecte à mon adresse IP publique. Automatiquement, les gens vont, lorsqu'ils tapent machoix.net, automatiquement, ils tombent sur mon site web qui est en local. Maintenant, vous ne pouvez pas le faire sans adresse IP publique parce que, comme vous savez, il y a des adresses IP qu'on appelle privées et des adresses IP publiques. Les adresses IP privées ne sont pas routées sur Internet. Donc, dans une entreprise, vous devez à la limite avoir une adresse IP publique si vous voulez faire ce genre de choses, redirection ou autre. Et tous les providers vous donnent la possibilité de louer des adresses IP publiques. Tous. Pour ceux qui sont aux États-Unis, OK. vous n'avez même pas besoin parce que le modem qu'on vous amène à la maison a déjà une adresse IP publique à vous. Il suffit juste d'aller sur, vous pouvez juste aller sur Google, vous dites What is my IP? Ou encore sur IP Chicken, il peut vous le montrer. What is my IP sur Google, le premier site que vous aurez, vous cliquez là-bas, il va vous dire Hmm. J'essaie ça aussi, hein. Moi, ça. je suis au Canada. Je vais essayer ça. Peut-être Voilà. ça pourrait Maintenant, être le la même problème, ça chose. sera quoi chez toi? Tu peux essayer ça. Je te Hmm. montre quelque chose. Regarde. Je vais sur Google. Non, je vais sur l'invite des commandes, OK? Oui. Je dis Toi, traceroute c'est en route. Yeah. google.com. Regarde. Il, pour quitter l'ordinateur ici, aller sur Google, il a juste Get pris home. Yeah. 1 milliseconde, get home. Mhm. Ça, c'est Yeah. mon pare-feu à la maison, l'interface interne. OK? OK. Yeah. Après, il saute, il part vers le gateway. Ce gateway ici, si tu regardes ça très bien, il est le gateway du côté de mon fournisseur d'accès Internet. Mais le côté externe de mon pare-feu, c'est une adresse IP publique. Parce que regarde Hmm. la distance, 1 milliseconde, je vois que c'est proche. Maintenant, chez Hmm. toi, pour ceux qui sont à Kin, si vous faites What is my IP, vous allez voir une adresse IP publique. Mais ça ne veut pas dire que l'adresse IP publique que vous allez voir se trouve directement chez vous. Faisons ceci. Je ne sais pas si on va me montrer, mais
faisons ceci. Je vais sur Info Sniper. Info Sniper. Je mets l'adresse IP publique qu'il m'a dit pour ma maison. 47 185 13 146. Je vais checker. Il va chercher, il va chercher, il va chercher. À partir de ces coordonnées GPS ici, OK? Des fois, dans Oui. des valeurs qui ne sont pas exactes, je peux prendre ces coordonnées GPS, latitude, longitude. Dès que vous avez déjà la latitude, la longitude, vous allez sur le map et il peut me montrer la localisation d'où cette connexion-là est en train de provenir. Et c'est comme ça que je peux confirmer si c'est exactement ma maison ou pas, ou la zone de ma maison ou pas. Ceux qui sont à Kin, si vous faites la même chose, tu peux être que tu habites Lingwala, mais il te dit que l'adresse IP là est en train de sortir vers Gombe ou je ne sais pas quoi. Ça veut déjà dire que tu n'es pas chez ton téléphone n'a pas une adresse IP publique. Et ça sera le cas pour la majorité d'entre vous qui êtes à Kinshasa. Mais toi qui es au Canada, essaie, je ne sais pas si le Canada fait la même chose comme aux États-Unis, en vous donnant les adresses IP que vous allez utiliser chez vous. OK. Je Bon, vais essayer. ces genres de sites, je vous les montre juste en passant. Hein, ce ne sont pas, je ne suis pas en train de faire un atelier sur la sécurité. Tout ce qui est sécurité, j'aime le faire avec des personnes qui ont la conscience parce que pour bien faire la sécurité, il faut savoir comment attaquer. Alors, il y a des gens qui sont toujours inconscients et on vous montre des choses, c'est pour mal utiliser ça. Alors, je n'aime pas trop. Voilà. Quelqu'un avait une question? On déborde déjà en temps. Je stoppe le recording qui ne soit pas long.